Alors maintenant, bon, les fondamentaux qu'il faut quand même bien connaître quand on rentre dans cette leçon, bien sûr la division euclidienne qui est à la base de tout, l'arithmétique des polynômes, etc. Et le nombre de racines, mais on n'a pas besoin d'être forcément sur un anneau euclidien, hein, a de x avec a intègre suffit pour le nombre de racines. Après, il ne suffit pas pour d'autres choses, mais pour le nombre de racines, oui. Le morphisme de K algèbre entre k de x et les fonctions polynômes sur K, d'accord, et le morphisme d'évaluation en petit a, où K de x va vers f(a) de K, ou si A appartient à K, d'accord, alors le polynôme minimal, c'est-à-dire le polynôme minimal qui annule, donc le générateur du noyau ici, c'est x moins a. Par contre, si A appartient à L, alors si A appartient à L, on ne va plus évidemment dans K, on va forcément dans L. L, c'est une extension de K, j'ai oublié de préciser. Alors, on aura le polynôme minimal de A sur K, hein, toujours, n'oubliez pas, sur K, qui va être irréductible sur K. Pourquoi? Parce que quand on va regarder le noyau, ici, le noyau se sera engendré par lui, et quand on va quotienter, on va donc quotienter par le noyau, donc s'injecter dans L, donc dans quelque chose d'intègre, ce qui va faire que ici, c'est irréductible. Donc ça, c'est important. Il faut aussi bien voir que on travaille sur des anneaux à une indéterminée, mais un anneau à n indéterminé est un anneau à une indéterminée qui s'ignore. Hein, vous regardez, attention, là vous avez k de x1, xn, et ben, vous voyez que si vous appelez a ici k de x1 jusqu'à xn-1, ben ça c'est a de xn. Donc on est à une seule indéterminée, et on est sur un anneau qui est intègre. Donc on peut dire des choses. Ici, en plus, si on a besoin d'un corps, alors on peut plonger A dans L ici, et donc A de xn dans L de xn, où L, c'est le corps des fractions rationnelles dans les xi de 1 à n-1. Alors par exemple, hein, d'accord, parce que je sais que ça, ce genre de choses, ça fait l'objet de petites parties à l'écrit et tout. Donc si P, par exemple, appartient à K de x, s'annule sur un ensemble infini, vous savez démontrer que P est égal à 0. Hein, c'est parce qu'il y a un nombre fini de racines si P est non nul. Mais vous devez savoir aussi, par récurrence sur n, démontrer que P dans K de x1 jusqu'à xn, si s'annule sur I1 croix, I2 croix jusqu'à IN, d'accord, en tant que fonction polynomiale là-dessus, avec les IK infinis, alors P est nul. Alors ça va être important parce que ça veut dire que si P est un polynôme non nul, par exemple si on est sur R ou C, l'ensemble des zéros de P, ça va être un ensemble maigre, quoi, hein, d'accord. Donc il contient aucun ouvert, d'accord. Il peut, parce que s'il contenait un ouvert, alors il contiendrait des parties comme ça infinies, hein, des produits d'infini. Donc ça c'est important. On voulait montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables à valeur propre simple et dense est un ouvert dense avec le discriminant. Et ben là ça sert. Voilà. Maintenant, bien savoir la multiplicité, ça se fait très bien avec Taylor, mais avec un Taylor particulier, Taylor polynomial, et qu'il est en caractéristique 0. Il faut se méfier de la caractéristique P. On peut faire un Taylor jusqu'à un certain point, mais sinon, on ne peut pas dépasser P en caractéristique P. Le symbole de Legendre, bon bah oui, c'est lié aux racines, puisqu'on veut savoir si x2 moins a égale 0 a une racine dans z sur pz, a priori z sur pz étoile, hein, et ça se fait avec le symbole de Legendre qui est a puissance p moins 1 sur 2, 1 si c'est un carré, moins 1 si c'est un non carré. C'est vraiment très lié au fait que z sur pz étoile est cyclique, hein, est un groupe cyclique pour la multiplication. Savoir construire des extensions. Les extensions, c'est là où on va chercher les racines, d'accord, hein, quand elles ne sont pas à notre disposition dans le corps duquel on est parti, il faut aller les chercher dans des extensions. D'accord, donc savoir construire des extensions. Si alpha est dans K bar, voilà,
On est allé chercher une racine de P qui était dans K de X, on est allé chercher une racine dans K bar, et on veut savoir si alpha est dans K. Alors là, c'est des choses un peu classiques, mais après, qui demandent la théorie de Galois pour se généraliser. Hein. Par exemple, si on est dans R, si K c'est le corps des réels, eh ben, on va chercher la racine dans C, on veut savoir si cette racine était dans R, eh ben, on regarde si c'est bar invariant. Après, si on est sur FP, ben, on va chercher une racine dans une extension, donc FP puissance n, et après on veut savoir si cette racine est, qu'on ne connaît pas a priori, est sur FP, eh ben, on va regarder si alpha P est égal à P, avec le Frobenius. Donc à chaque fois, on se sert en gros d'un automorphisme de corps pour voir si les choses sont invariantes. Voilà. Enfin, bon, bah, il faut bien savoir que tout polynôme symétrique à plusieurs indéterminés, des indéterminés, attention, hein, symétrique et sur Z, peut s'écrire de façon unique comme un polynôme en les polynômes symétriques élémentaires des indéterminés. Et ça s'utilise quand on veut avoir des polynômes en des racines en fonction des coefficients du polynôme dont ces racines sont issues. Voilà les fondamentaux à connaître dans cette leçon. Voilà des petites questions classiques qu'on peut poser comme ça à brûle pour point. Quel polynôme unitaire de degré 3 a pour racine A2, B2, C2 avec ABC racine de x3 plus x plus 1? Donc comme c'est un polynôme unitaire, ben, bon, on a x3, ensuite on va avoir par exemple EX2 plus EX2, mais qu'est-ce que c'est que E? Ben, E, forcément, c'est moins E, c'est A2 plus B2 plus C2. Mais A2 plus B2 plus C2, ben, s'écrit A plus B plus C au carré, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle E1 au carré, moins 2E2. D'accord? Voilà. Et E1, ben, par rapport aux racines ABC, hein, et E1, c'est 0. Voilà. Et E2, ben, c'est 1. Ici, on le voit là-dedans. Donc, c'est facile à calculer. Après, plus fx, en fait, on utilise les polynômes symétriques des racines. Hein. On va toujours avoir E, F, et puis ce que je vais appeler G, comme polynôme symétrique des racines en A, B, C, puisqu'ils sont symétriques en A2, B2, C2. Donc ils sont symétriques en A, B, C, et on va pouvoir les calculer à partir des coefficients ici de ce polynôme. Bon, je vous laisse le faire. Résoudre le système ici, bon, bah, c'est encore des polynômes symétriques en X, Y et Z. Donc on a E1, d'accord, le polynôme E1. Bah, grâce à ça, on va pouvoir tirer E2. Et grâce à ça, on va pouvoir tirer E3. Et une fois qu'on a E1, E2, E3, on a un polynôme de degré 3 que vérifie X, Y et Z et qu'on résout en espérant qu'il y ait une racine évidente. Voilà. Montrer que x5 moins x moins 1 est irréductible sur Q, ça c'est un petit peu plus difficile. Il faut montrer donc qu'il est irréductible sur Z. D'accord? Et on sait que c'est équivalent. Et ensuite, montrer qu'il est irréductible modulo 5. Donc, on prend un polynôme P, d'accord, qui divise x5 moins x moins 1 sur f5. D'accord? On regarde ça modulo 5. Et donc, bah, alpha étant racine de P, si alpha est racine de P, eh ben, alpha est racine de lui, forcément, donc alpha 5 est égal à x plus 1, et P de alpha 5, bah, c'est égal à P de alpha puissance 5, parce que à cause du Frobenius, hein, c'est un automorphisme, ça vous le savez, et donc ça fait 0 aussi. Donc alpha 5, mais alpha 5 est racine, ça veut dire que mais alpha 5 il est égal à alpha plus 1.
puisque alpha est racine de ça. Donc vous avez alpha plus 1 qui est racine de P, alpha plus 2 qui est racine de P, alpha plus 3 qui est racine de P, alpha plus 4 qui est racine de P, et on reboucle avec alpha qui est racine de P. Donc P a 5 racines distinctes, elles sont clairement distinctes, et puisqu'on a un caractéristique 5, et donc P est égal à lui. Donc ça veut dire que lui, il est irréductible sur modulo 5, donc il est réductible sur Z, il est réductible sur Q. Voilà. Pareil, quel est le corps F3 de alpha, où alpha 7 est égal à 1. Alors alpha, on va prendre une racine primitive septième de l'unité, donc alpha est juste différent de 1, parce que 7 est premier. Bon, bah, pareil, c'est le Frobenius, hein. Vous prenez alpha, qui est dans ce corps, et bah, vous allez aussi avoir alpha 3, puisque on est en caractéristique, ça, on est sur un corps de caractéristique 3, et donc vous allez avoir même le cube de ça, le cube de ça c'est 9, alpha 9, mais 9 c'est alpha 2, puisque alpha 7 est égal à 1. Donc vous allez avoir alpha 2, puis alpha 6, puis alpha 18, donc ça fait alpha 4, puis alpha 12, donc alpha 5, puis, bon là ça va s'arrêter là, alpha 15, donc en fait alpha 1, d'accord? Donc, ça veut dire que, pareil ici, si un polynôme sur F3 annule alpha, alors il va annuler tout ça, et donc il va être de degré 6. S'il est de degré 6, c'est donc forcément phi 6, hein, si vous voulez, x6 plus x5 jusqu'à 1. D'accord? Donc, alpha, son polynôme minimal sur F3, c'est phi 6, qui est irréductible. Hein, et donc, le corps, ça va être un corps de degré 6. Donc la réponse, c'est F 3 puissance 6. D'accord? Voilà. Ensuite, question classique, hein, très très classique, ça P de alpha égale 0. Avec P, on est allé chercher une racine. P dans K de X. Et on suppose que pour tout alpha, attention, hein, pour tout alpha racine, K de alpha K, le degré de cette extension, est strictement plus grande que le degré de P sur 2. Alors, P est irréductible. D'accord? C'est toujours pareil. Tout ça, c'est basé sur le fait que si alpha est une racine d'un polynôme Q, avec Q dans K de X, alors le degré de l'extension K de alpha est forcément plus petit que le degré de Q. Avec l'égalité, évidemment, si Q est irréductible sur K. Donc en vous servant de ça. D'accord? On voit que P ne peut pas se décomposer à partir du moment où on a dépassé cette borne. Alors, aussi le lien avec l'arithmétique, ça c'est intéressant. L, K, on suppose qu'on a une extension de degré M sur K, que le degré du polynôme minimal de alpha sur K, c'est petit n, et que n et m sont premiers entre eux. D'accord? Donc, montrer que le polynôme minimal de alpha sur K reste irréductible sur L. Donc c'est un espèce de lemme de Gauss, d'accord? On a une irréductibilité, a priori, lui il est irréductible sur K, hein. On a vu que tous les polynômes minimaux, ils étaient sur K, ils étaient irréductibles sur K, mais sur une extension, normalement il n'a aucune chance d'être irréductible. Bah si, là oui, s'ils sont premiers entre eux. C'est un espèce de lemme de Gauss, et ça se fait encore en utilisant des choses comme ceci, plus le lemme de Gauss, plus le théorème de la base télescopique. Hein. Vous avez K, il faut regarder K de alpha, ensuite il faut regarder L, et il faut regarder L de alpha. Voilà les extensions qu'il faut regarder. Et il faut dire que le degré de lui, sur lui,
c'est égal au produit du degré de lui sur lui fois le degré de lui sur lui. Et pareil de ce côté-là, et utiliser le fait que n et m sont premiers entre eux. Voilà des petits exercices comme ça qui, qui peuvent servir de prétexte à discuter entre le jury et le candidat. Bon, puis pour finir, on parle de quelques développements. Le théorème de Kronecker, c'est un joli développement dans cette leçon. P dans z de x unitaire, on suppose que toutes ces racines sont de module inférieur ou égal à 1, alors en fait ces racines sont des racines de l'unité ou 0. Voilà. C'est sympathique. Les formes de Hankel, comment à partir d'un polynôme réel, une forme quadratique sur R peut, à partir de sa signature, de son rang, etc., voir le nombre de racines distinctes, le nombre de racines réelles ou pas de ce polynôme. Voilà, donc ça c'est bien aussi. C'est fait dans Carnet de voyage en algébrie, Carnet de voyage en algébrie, aussi dans Histoire et de Nice, c'est fait aussi dedans. Là aussi, ça c'est dans Carnet de voyage en algébrie, le fait que sur R, les matrices diagonalisables, l'adhérence sur R, ça donne les matrices trigonalisables. Le petit théorème de Harish-Chandra, c'est-à-dire que les fonctions polynomiales qui sont invariantes par similitude, donc c'est des fonctions qui sont des polynômes à n2 variables sur Mn2C, qui sont invariantes par similitude, comme le déterminant, qui est invariant par similitude, la trace, d'accord? Et bien, déterminer ces fonctions, toutes ces fonctions, alors ça c'est plutôt du côté des polynômes symétriques, là on va se ramener à des polynômes symétriques dans les valeurs propres. Donc ça c'est pas mal. L'irréductibilité ou pas des polynômes, un polynôme cyclotomique, on sait qu'il est irréductible sur Z, sur Q, mais quand on va le réduire modulo P, est-ce que ça va rester irréductible? Donc est-ce qu'on a un critère? Donc ça c'est bien aussi, on le trouve dans Carnet de voyage en algébrie. Et puis, bon, si on veut, j'en avais pas parlé jusqu'à présent, mais c'est vrai que ce serait dommage de ne pas parler d'algorithmes pour calculer des approximations de racines de polynômes. Alors dans le livre de Denisser sur les matrices, il y a l'algorithme QR qui est fait. Bon, c'est quelque chose de puissant, c'est-à-dire qu'on prend la matrice compagnon du polynôme, dont on veut connaître les approximations de racines, on regarde sa décomposition QR, puis on calcule RQ. Et RQ, on calcule sa décomposition QR. Puis on refait RQ, etc., etc. Et il se trouve qu'il va y avoir un phénomène qui va faire qu'on va voir apparaître sur la diagonale, petit à petit, des approximations des racines de P. C'est joli. Puis la méthode des puissances, on part pareil, d'une matrice. Et là, on applique cette matrice à un vecteur qui est au hasard. Mais il faut que le hasard fasse bien les choses. Mais bon, généralement, c'est sur un ouvert que ça se passe bien, sur un ouvert dense. Et donc, à chaque fois, on itère, si ce vecteur, je l'appelle oméga, je regarde A oméga, ou A la matrice, et maintenant, je normalise ce vecteur. Donc, je l'appelle oméga 1, je normalise, je le rends de norme 1, et là, je calcule A de oméga 1, que je normalise, etc., etc. Et ça va tendre vers un vecteur propre, pour la plus grande valeur propre, à condition qu'il y ait une valeur propre de norme maximale et qu'elle soit unique, cette valeur propre de norme maximale. Donc la méthode des puissances. Je l'ai fait dans Carnet de voyage en analysant, mais on peut le voir très bien fait dans le livre de Schatzmann. Voilà. Donc voilà quelques idées de développement, un petit florilège. Bonjour. Alors on va regarder quelques questions de jury, des petits exercices. Alors, question de jury, qu'est-ce qui différencie une question de jury d'un petit exercice? Question de jury, c'est un exercice juste pour tester de façon chirurgicale une technique particulière dans un aspect d'une leçon donnée. Voilà, alors, bon, des aspects dans la leçon 144, c'est-à-dire sur les racines d'un polynôme. Alors vous vous doutez que des questions
sur les racines d'un polynôme, l'histoire des racines, c'est une histoire plusieurs fois millénaire, hein, ça date pas d'hier. Donc des aspects sur ce sujet, les aspects sont très nombreux. En même temps, je vous le dis, hein, le jury pose jamais de questions complexes, hein, parce qu'on n'a pas le temps, hein, c'est juste des tests de réflexes. Hein, voilà. Alors quel est le champ des possibles dans cette leçon 144? Bon, le champ des possibles, il est immense, parce que on va toucher au système linéaire, avec les racines d'un polynôme, et oui, on va toucher à l'arithmétique, non seulement à l'irréductibilité, mais aussi le lemme de Gauss, le lemme chinois, etc. On va toucher évidemment à la théorie des corps. Ah oui, alors bien sûr, d'une part, la théorie élémentaire des corps, hein, avec justement l'irréductibilité des polynômes, de certains polynômes sur un corps, et donc l'idée de corps de rupture, et donc d'extension, et aussi un peu de rudiment de théorie de Galois, hein, pas méchant, mais voilà, quoi, juste avoir conscience que le groupe de Galois, bon, qu'il y a un groupe d'automorphisme en tout cas, qui agit sur l'ensemble des racines d'un polynôme, de la même manière que l'automorphisme bar de C sur R agit sur les racines d'un polynôme réel. Voilà. Hein, en gros, si alpha est racine, alors alpha bar est racine. Voilà. Tout simplement. Quand le polynôme est réel. D'autres aspects aussi, la réduction, puisque on peut se servir justement de l'immense culture sur la réduction que les candidats ont généralement à l'agrégation. Et donc, quand on a un problème de racine d'un polynôme, on peut se ramener à une valeur propre de la matrice compagnon de ce polynôme. Voilà. Puis il y a des aspects divers et parfois inattendus. Par exemple, quand vous regardez la preuve de C est algébriquement clos, la preuve, les preuves, vous voyez bien tout le champ des possibles. Vous avez des preuves algébriques, complètement algébriques, qui utilisent, presque complètement algébriques, modulo le théorème des valeurs intermédiaires, qui utilisent la matrice compagnon, la réduction, ça vous pouvez trouver dans le carnet de voyage en algébrique. Vous en avez qui utilisent les polynômes symétriques élémentaires. Vous avez des preuves avec des fonctions holomorphes. Vous avez des preuves assez topologiques sur la topologie de la sphère. Ça prouve bien que les mathématiciens, depuis des siècles, ils ont eu le temps de peaufiner ces problèmes de racines, et ils n'ont pas manqué d'idées. Donc on ne vous demande pas une culture complète, évidemment, mais d'avoir des petits réflexes qu'on va voir en situation sur des exercices. Alors, voilà déjà 3 premiers exercices. On a un petit corps et un grand corps, donc ce qu'on appelle une extension ici. P est a priori à coefficient dans le grand corps, et P de AI égale BI pour une famille AI d'éléments distincts. Alors I, il y en a de 0 jusqu'à degré de P, et les BI, AI, sont dans le petit corps. Alors il faut montrer que P est dans le petit corps. Alors entre parenthèses, ça c'était dans l'écrit d'agrégation de 2021, externe, évidemment. Autre question, trouver un anneau A tel que x2-1 possède plus de 1000 racines. Évidemment, il est unitaire. Et un dernier exercice, il faut montrer que 2x6 moins x plus 1 n'a pas de racine rationnelle. Attention, parce que 2x5 moins x plus 1 en a une, pas de chance. Mais avec 6, il n'y en a pas. Alors voilà, le premier exercice, c'est sur l'aspect linéaire des problèmes de recherche de racines. En fait,
le problème de recherche de racines n'est pas un problème linéaire, mais le problème inverse l'est. C'est-à-dire que P de AI égale BI, bon, qui va être une équation, si on le regarde comme équation en AI, c'est pas linéaire, mais en P, c'est linéaire. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on cherche les polynômes tels que. Et quand on part de la racine et quand on cherche un polynôme, alors là, ça devient quelque chose de linéaire. Et on va voir que, en tant que système linéaire, il apparaît des matrices de Van der Monde. Effectivement, quand on écrit le système pour tous les i ici, on va appeler d le degré de p, eh bien on va avoir, si j'appelle les alpha i les coefficients de p, eh bien ici je vais avoir ce système-là, une matrice de Van der Monde, les alpha i ici, et les bi ici. Donc maintenant, si on veut comprendre P, il faut comprendre les alpha i, puisque c'est les coefficients de P, et donc il faut inverser cette matrice. Alors, maintenant, la question est, est-ce que cette matrice est inversible? Bon, vous pouvez dire, oui, cette matrice est inversible, je sais que c'est une matrice de Van der Monde, et on a fixé les AI 2 à 2 distincts. Donc c'est inversible, et on peut inverser. Maintenant, comme on a une matrice à coefficient dans le petit corps, ici, petit k, et les BI sont à coefficient dans le petit corps, on en déduit que les alpha i sont à coefficient dans le petit corps, donc on a bien résolu l'exercice. Maintenant, remarquez pourquoi la matrice de Van der Monde est inversible quand les AI sont 2 à 2 distincts. Et bien parce que dire qu'elle est inversible, c'est juste dire que ce système est un système de Cramer. Et ce système, c'est un système de Cramer, ça ne dépend pas du membre de droite, et donc je peux prendre le membre de droite égal à 0. D'accord? Ici, c'est que des zéros. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P s'annule, ici, puisque les BI sont nuls, sur D plus 1 éléments. Donc on a un polynôme de degré D, qui possède plus de D racines. Donc le polynôme est nul. Ça veut dire que les alpha i sont nuls. Donc on a bien un système de Cramer, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin de calculer, vous voyez, cette matrice de Van der Monde. Il suffit de remarquer ce théorème qui est valable sur un corps, qui est valable aussi sur un anneau intègre, et qui dit que P qui s'annule sur D, plus de D racines, avec un degré D, forcément P est nul. Voilà. Bien. Alors maintenant, justement, puisqu'on parle de ça, on a des contre-exemples avec des anneaux qui possèdent beaucoup plus de racines que leur degré, et on a posé cette question-là, il fallait un degré 2 et plus de 1000 racines. Donc évidemment, cet anneau n'est pas un corps, et cet anneau n'est même pas intègre. Alors regardez la chose, vous prenez n égale P1, P2 jusqu'à P10, alors ça, c'est des nombres premiers, 2 à 2 distincts, on peut les prendre ordonnés, tous supérieurs à 3, voilà, et maintenant, regardez, je vais poser A, l'anneau Z sur NZ, donc d'après le lemme chinois, comme les pays sont 2 à 2 premiers entre eux, puisqu'ils sont premiers et distincts, eh bien je vais avoir un isomorphisme entre ceci et ceci. Et c'est un isomorphisme d'anneaux. Alors ici, j'ai plus ou moins 1 qui est racine, ici, de x2 moins 1. Là, pour chaque PI, je vais avoir plus ou moins 1. Ce qui fait 2 racines, parce que c'est pour ça que j'ai pris PI supérieur ou égal à 3, parce que si PI est égal à 2, 1, dans Z sur 2Z, 1 est égal à moins 1. D'accord? Donc ça ne fait pas 2 racines. Donc ici, j'ai là, ici, dans cet anneau-là, le dissuplé, en quelque sorte, constitué de 1 et de moins 1, eh bien, est racine de x2 moins 1.
Alors je vous fais remarquer évidemment que le lemme chinois nous donne un morphisme de noyau d'anneau unitaire, et donc ici 1 va vers l'unité de cet anneau, c'est-à-dire 1, 1, 1, 1, 1. Donc quand vous mettez ça au carré, évidemment vous avez 1. Donc comme c'est un isomorphisme d'anneau par transport de structure, quand vous allez prendre le x associé à cet élément-là, eh ben, x2 va être égal à 1. Voilà. Et donc on a combien de racines? Ben, ici, comme justement ce que je vous disais, hein, p supérieur ou égal à 3, ben, on en a 2 puissance 10. D'accord. En fait, on en a exactement 2 puissance 10. Hein, c'est facile de voir que, parce que comme on a pris des nombres premiers ici, on a exactement ici, on a un corps, donc exactement 2 racines. On ne peut pas en avoir plus de 2 pour chaque corps. Voilà, donc un contre-exemple. Alors maintenant, montrer que 2x6 moins x plus 1 n'a pas de racine rationnelle, eh ben, alors ça c'est un truc très classique qu'il faut connaître. On suppose P sur Q une racine rationnelle d'un polynôme P, avec P et Q deux entiers premiers entre eux. Eh bien, Q non nul, évidemment, hein, on écrit on prend alpha i, hein, on va prendre p de degré n, alpha i c'est coefficient, on va pouvoir écrire cette équation, la multiplier par q puissance n, d'accord, et donc on va avoir un terme en alpha n, p puissance n sur q puissance n, et on va passer tout le reste de l'autre côté et multiplier par q puissance n. Ce qui va faire que à gauche, je vais avoir alpha n pn, et à droite, je vais pouvoir mettre, bon, il y a le moins parce qu'on a passé de l'autre côté, et je vais pouvoir mettre q en facteur. Voilà. Donc, q, maintenant, divise le membre de droite, donc il divise le membre de gauche, et comme il est premier avec p, il est premier avec p puissance n, donc q divise alpha n. Donc ça, c'est très classique. Et de la même manière, on peut montrer que P divise alpha 0. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, pareil, on multiplie par Q puissance n, mais au lieu d'isoler le premier terme, on isole le dernier, hein, qui va être alpha 0, Q puissance n. Voilà. Et le reste, on passe de l'autre côté, et on aura moins P en facteur. Donc on a ça. Ce qui va faire que, ici, dans l'exemple... ici, si on avait une racine rationnelle, alors on pourrait la mettre sous la forme P sur Q avec P et Q premiers entre eux. Alors ça, bon, c'est lié au fait que Z est factoriel. Et ici, on aurait Q qui divise 2 et P qui divise 1. Bah, comme possibilité, on n'en a pas énormément. C'est plus ou moins 1 et plus ou moins 1 demi. Et on vérifie qu'elles ne sont pas racines, et du coup, il n'y a pas de racine rationnelle. Alors voilà, en conclusion, on a vu Vandermonde lié au système linéaire. Effectivement, on tombe sur des systèmes linéaires, on tombe aussi sur des problèmes, si on veut des contre-exemples, de lemme chinois, et le lemme de Gauss. Voilà, on va continuer. Alors, voilà une autre salve d'exercices. Alpha, il est dans C. On a x moins alpha puissance m qui divise un polynôme p à coefficient rationnel. On suppose que petit m est strictement supérieur au degré de p sur 2, et il faut montrer que alpha est rationnel. Voilà. Ça, c'est déjà un petit peu plus appliqué, et ça demande la notion de polynôme minimal sur un corps, hein, d'une racine sur un corps. xp moins a, voilà, on a a dans un corps, bon, quelconque, p premier, ici, et on suppose que ce polynôme n'a pas de racine dans K, hein, donc que a n'a pas de racine pim dans le corps K. Alors il faut montrer que x puissance p moins a est irréductible sur K. Voilà. Ce qui n'est pas évident, parce que, disons que généralement, on n'arrête pas de dire aux étudiants, attention, si un polynôme est irréductible de degré strictement supérieur à 1,
alors il n'a pas de racine, forcément, mais la réciproque est fausse. Ben là, c'est la réciproque dans un cas particulier, où la réciproque fonctionne dans ce cas-là. Il ne demande pas une technique particulière, mais c'est un classique parce que, disons qu'il est lié à la notion de résolubilité d'une équation par radicaux. Hein, c'est le mouvement élémentaire de comprendre ce truc-là quand on veut résoudre par radicaux. Voilà, j'ai fait une vidéo très récemment là-dessus, et puis je parle de cet exercice-là, donc bon, voilà. Bon, montrer que x2 plus x plus 1 est irréductible sur F32. Alors voilà un petit exercice, juste pour voir si on arrive à comprendre les liens entre racine d'un polynôme, irréductibilité et degré des extensions. Voilà. Donc là, ça commence à faire un joli menu d'exercices autour des problèmes de racine d'un polynôme. Alors, le premier exercice, c'est lié à la notion finalement de séparabilité, c'est-à-dire que ce serait faux en caractéristique P, en général en caractéristique P. Voilà, hein, donc ça c'est quelque chose d'important. C'est parce qu'on est en c'est pas Q qui est important, c'est le fait d'être en caractéristique 0 qui fait que ça va marcher les yeux fermés. Alors, regardez, hein, vous prenez P et vous le décomposez en irréductibles. Alors ils peuvent être, ils sont pas forcément distincts, hein, ils peuvent être égaux, hein, les irréductibles. Et donc, forcément, puisque x moins alpha divise P, vous allez avoir x moins alpha qui va diviser un de ceux-là. Bon, on va supposer que c'est P1. Donc, ça veut dire que P1 de alpha égale 0. Alors maintenant, vous avez la notion de polynôme minimal. Vous regardez le polynôme minimal de alpha sur Q. C'est le polynôme minimal qui annule alpha et qui a un coefficient dans Q. Vous savez que ça existe parce que Q de x est principal, etc. Bon. Alors, ce polynôme minimal, vous savez qu'il est irréductible. Ça, c'est important de le savoir et de savoir le démontrer. Hein. C'est parce que quand on quotiente par le polynôme minimal, on a quelque chose d'intègre. Et donc là, comme k de x est principal, on a un polynôme irréductible. Donc tout ça, il faut en avoir bien conscience au moment de cette leçon. Et forcément, puisque P1 annule alpha, par minimalité, lui divise P1, mais comme lui est irréductible, on a égalité. Voilà. Alors maintenant, c'est là que rentre en scène la notion de séparabilité, c'est-à-dire que à partir du moment où alpha est racine d'un polynôme irréductible sur Q, alors il est racine simple. Il est racine simple parce que comme on est en caractéristique 0, s'il n'était pas racine simple, donc la dérivée de P1 serait un polynôme non nul, parce qu'on est en caractéristique 0, qui annulerait alpha, et par minimalité, c'est pas possible. Voilà. Donc alpha est racine simple de P1. Bon. Donc comme il est racine simple de P1 ici, on va pouvoir se ramener à P sur P1, et ici, on va avoir x moins alpha puissance m moins 1 divise le polynôme quotient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on avait un polynôme dont on savait qu'il annulait alpha, mais en fait, par séparabilité, vous allez avoir m polynômes, au moins m polynômes, qui divise alpha là-dedans. Donc ça veut dire que vous allez avoir à chaque fois mu indice alpha puissance m divise p. D'accord? Puisqu'à chaque fois, vous aurez toujours le même polynôme. Hein, d'accord? Ici. Donc vous allez avoir, par exemple, vous allez prendre P2, P2 va être égal à lui, P3 aussi, jusqu'à Pm, et donc vous allez avoir cette divisibilité. D'accord? Mais maintenant, m est strictement supérieur au degré de P sur 2, ce qui va obliger le degré de mu alpha égal à 1.
Mais comme mu alpha est un coefficient dans Q, ça veut dire que le polynôme de degré 1 qui annule alpha, c'est forcément x moins alpha. Donc x moins alpha est un coefficient dans Q, donc alpha appartient à Q. Pas facile celui-ci, hein, faut savoir le faire, mais bon, c'est une technique qui mêle polynôme minimal et séparabilité. Ensuite, bon, alors celui-ci que j'ai fait récemment dans une vidéo sur la résolution par radicaux, vous avez xp, que je trouve très très joli, xp moins a dans K avec p premier, hein, et qu'il n'y a pas de racine dans K, il faut montrer que xp moins a est irréductible sur K, donc on le fait par l'absurde. On suppose que f est un polynôme à coefficient dans K, qui divise p et de degré strictement plus petit, donc dans une extension, il va se décomposer comme ceci en racines, et évidemment, toutes ces racines sont des racines de P, donc ce sont des racines Pim de A. Et maintenant, je vais poser bêta égale le produit des bêta I, comme au signe près, c'est un coefficient de F, ça c'est dans K, d'accord, donc ça c'est dans K. Et comme M est strictement plus petit que P, j'ai une relation de Bezout entre M et P. Donc maintenant, je vais regarder bêta puissance U fois A puissance V. Comme bêta est dans K et que A est bien sûr dans K, on a ça qui est dans K. Et maintenant je vais à la puissance P. Bêta puissance P, c'est le produit des bêta I puissance P. Mais chaque bêta I puissance P, ça fait A, hein, d'accord, d'après ce qu'on a dit. Donc ça fait A puissance M. Donc on va avoir A puissance M avec U, et A ici, puissance VP, et donc on utilise le fait de la relation de Bezout pour avoir A. Donc on a une racine Pim qui appartient à K, ce qui est impossible. Voilà, celui-ci est assez joli. Et on arrive à celui-ci qui demande des techniques. Alors, bon, lui, il est assez spécial, quoi. Hein, il est assez spécial, je dis pas que. Il n'utilise pas une technique particulière, c'est une astuce, ça, quand même. Hein. Alors maintenant, celui-ci, qui utilise vraiment des techniques particulières, bien, il faut montrer que x2 plus x plus 1 est irréductible sur f32. Ça revient à dire que si je prends oméga, une racine de ce polynôme, alors f32 de oméga est de degré 2 sur f32. Donc ça, c'est un théorème. Quand on a une racine ici, oméga ici, et k un corps, alors k de oméga sur k, donc le degré de k de oméga sur k, c'est exactement le degré du polynôme minimal de oméga sur k. Voilà. Et ce polynôme minimal est irréductible. Réciproquement, si on a un polynôme annulateur de oméga sur, et que ce polynôme est un coefficient dans le corps de base, et qui est de degré ce degré-là, alors c'est forcément le polynôme minimal. Voilà. Donc, comme c'est forcément le polynôme minimal, eh bien, il est irréductible parce qu'un polynôme minimal, on n'est pas dans les matrices, hein, on est dans la théorie des corps. Le polynôme minimal d'une racine, c'est un polynôme irréductible sur le corps. Voilà, donc il faut montrer juste ça. Et ça, c'est des tours de corps. On regarde F2, et je regarde F2, F32 qui est une extension de F2, et F32 de oméga qui est une extension de F32. Maintenant, je peux regarder F2, F2 de oméga qui est une extension de F2, et F32 de oméga qui est une extension de F2 de oméga. Maintenant, si j'analyse ces extensions, cette extension est forcément de degré 5 parce que 32 c'est 2 puissance 5. Cette extension est forcément de degré 2. Bon, alors, oui, parce que x2 plus x plus 1 est irréductible sur f2. Voilà. Hein. Alors pourquoi sur f2, alors ça, c'est d'accord, sur f2, il n'y a que deux éléments. Et montrer que lui est irréductible, c'est juste montrer qu'il n'a pas de racine. Parce que comme il est de degré 2,
irréductible et pas de racine, ça revient au même. C'est vrai pour 2, c'est vrai pour 3, mais c'est faux après. Hein, vous avez des contre-exemples. Donc ici, vous avez x2 plus x plus 1, qui est irréductible sur f2 parce qu'il n'a pas de racine, donc l'extension est degré 2, d'après la propriété qu'on a donnée. Donc globalement, regardez, ici, vous avez du degré 5, ici, vous avez du degré inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire 1 ou 2. Pourquoi? Parce que vous avez quand même un polynôme annulateur. D'accord? Bon, il est à coefficient dans f2, mais il est à coefficient dans f32, a fortiori. D'accord? Donc ici, comme vous avez un polynôme annulateur de degré 2, ça veut dire que votre polynôme minimal il est de degré inférieur ou égal à 2. D'accord? Donc ici, et le degré du polynôme minimal, c'est le degré d'extension. Donc ici, c'est inférieur ou égal à 2. Donc qu'est-ce que vous savez de cette extension de là vers là? Eh bien, elle est de degré inférieur ou égal à 10, et vous êtes sûr que 5 divise. Donc ça va être 5 ou 10. Maintenant, vous savez qu'ici, vous avez 2, et vous savez que 5 divise, puisque le degré ici, c'est égal au degré là, puisque c'est la même extension, de là vers là. Voilà. Hein. Bon, alors, donc maintenant, vous savez que forcément, 5 divise ce degré-là, puisqu'il divise ce degré-là, et comme 5 est premier avec 2, donc ça c'est lemme de Gauss, étonnamment, eh bien 5 divise le degré de cette extension-là. Donc forcément, puisqu'ici c'était inférieur ou égal à 10, bah, ça veut dire que ça c'est de degré 5. Donc ici c'est vraiment égal à 10, et donc ça veut dire que là c'est vraiment égal à 2, et on a gagné. Alors maintenant, deux exercices qui nous engagent à réduire modulo P. Donc ça, si vous regardez un petit peu dans les écrits récents à l'agrégation externe, c'est pas rare hein, qu'on pose des questions où on veut résoudre un problème dans Z et on le résout dans un problème de racine, et un problème d'irréductibilité ou des choses comme ça, dans Z, et on se ramène à Z sur PZ, et ensuite on remonte. Voilà, donc voilà deux exemples. Montrer que x5 moins x moins 1 est irréductible sur Q, donc entre parenthèses, irréductible sur Q c'est équivalent à irréductible sur Z parce que le contenu est 1. Et ici, un autre exercice, on a P et Q dans Z de X sans racine commune. Alors sans racine commune dans C, hein, évidemment. Il faut montrer qu'il existe un nombre fini de premiers P, tel que quand on réduit P modulo petit p et Q modulo petit p, ils sont aussi sans racine commune. Hein. Donc évidemment, quand on parle de sans racine commune, c'est quitte à regarder dans C, et là, quand on dit sans racine commune, c'est quitte à regarder dans une extension hein, de Z sur PZ. Voilà, essayez. Alors, x5 moins x moins 1 est irréductible sur Q, c'est-à-dire, bon, bah, on l'a dit tout à l'heure sur Z, eh bien, on va regarder, on va montrer qu'il est irréductible sur Z sur 5Z. Alors, à partir du moment où il sera irréductible sur Z sur 5Z, forcément, il ne peut pas se réduire sur Z, parce que s'il se réduisait sur Z, eh ben, il se réduirait forcément sur Z sur 5Z. Parce que quand on regarde PQ bar, ou bar, c'est la réduction du polynôme modulo P, eh bien PQ bar, ça fait P bar, Q bar. Bon. Donc il suffit de montrer qu'il est irréductible modulo 5. Modulo 5, pourquoi 5 bah, parce que, voilà, vous allez voir. Sur F5, bah, et sur tous les corps de caractéristique 5, c'est-à-dire tous les corps qui contiennent F5, vous avez ce qu'on appelle le Frobenius, c'est-à-dire un morphisme de corps, hein, de K dans K, qui à Z associe Z puissance 5. Donc c'est un morphisme de corps, bon, qui soit multiplicatif, d'accord, mais il est additif, et ça, c'est pas évident. Donc, si Z est une racine, bah, on aura forcément que Z puissance 5 sera égal, ici, à Z plus 1. Donc on a déjà l'image du Frobenius, c'est ça qui est intéressant. Donc maintenant, il y a une autre idée, c'est que si P est un polynôme sur F5, eh bien, et que Z est une racine de P, alors sigma de Z, ici, ou sigma c'est Frobenius, sera aussi une racine de P. Alors,
Bon, là, par exemple, vous pouvez le voir sur ce polynôme, vous passez par sigma, et comme sigma est un automorphisme de corps et qui laisse fixe f5, ça c'est important, eh bien vous allez avoir ça. Donc ça veut dire que si z est racine, sigma de z est racine, donc z plus 1 est racine, puisque sigma de z est égal à z plus 1. Maintenant, pour montrer que x5 moins x moins 1 est irréductible, supposons que f est dans f5 de x et qui divise x5 moins x moins 1. Vous voulez montrer que si f est différent, on va le supposer unitaire, vous allez montrer que si f est différent de 1, alors f est égal à x5 moins x moins 1. Oui, parce que comme il est non constant, il possède une racine quitte à aller dans une extension. Et comme f est dans f5 de x, pour la même raison, parce que sigma fixe f5, eh bien z, pour toute racine z de f, sigma de z va être aussi racine. Mais comme z est racine de f, il est racine de lui, donc sigma de z, ça va être z plus 1. Donc vous allez avoir z racine de f, z plus 1 racine de f, z plus 2 jusqu'à z plus 4 racine de f. Elles sont forcément 2 à 2 distinctes, en caractéristique 5. Et donc, voilà, ça veut dire qu'on a 5 racines 2 à 2 distinctes. Donc f est de degré 5 au minimum. Et donc on a égalité. Alors, ce qu'on apprend de cette histoire, c'est vraiment très très instructif, c'est que quand on est en caractéristique P, dès que vous avez un polynôme sur fp de x, eh bien, vous allez avoir une action du Frobenius, disons du groupe engendré par le Frobenius, sur l'ensemble des racines de votre polynôme P dans fp de x. Ça, c'est vraiment très instructif, et je dirais même plus, les orbites de cette action correspondent exactement à la décomposition irréductible de P. Voilà. C'est évidemment des questions un petit peu difficiles, mais et qui sont liées à la théorie de Galois, que vous n'êtes pas censé connaître. Mais, dans le contexte du Frobenius, vous devez savoir le faire, parce que ça demande quoi? Juste de démontrer que si P de Z égale 0, alors P de sigma de Z égale 0, ce qui est vrai parce que sigma fixe P, en quelque sorte, il fixe tous les coefficients de P, puisque P est un coefficient dans le corps de base, Fp. Et deuxièmement, la réciproque, c'est-à-dire que si P est fixé par le Frobenius, alors P est un coefficient dans le corps de base. Alors, ça, c'est important aussi pour vraiment montrer que la décomposition en orbite de l'ensemble des racines pour l'action du Frobenius correspond exactement à la décomposition de P en irréductible sur Fp. Voilà. Autre exercice, P et Q dans Z de x, sans racine commune. Alors, il faut montrer qu'il existe un nombre fini de P premiers, tel que la réduction modulo petit p de grand P et grand Q, sont sans racine commune dans une extension. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le résultant. Vous avez le résultant de P et Q, donc si P est de degré petit m et Q de degré petit n, vous avez une matrice de taille n plus m, et vous écrivez les coefficients de P comme ça, puis vous les descendez. Et là, par exemple, pour Q, alors ça, vous retrouverez ça dans plein d'écrits, le résultant. Regardez les écrits à l'externe, même à l'agrégation interne, c'est pas ce qui manque. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez dire qu'il n'y a pas de racine commune, si et seulement si P et Q sont premiers entre eux, et donc si et seulement si le résultant ici est différent de 0. Et donc, ce que vous voulez savoir, c'est montrer qu'il existe un nombre fini de P premier, petit P premier, tel que ce résultant-là est différent de 0. Oui, parce que ce résultant, vous voyez bien que comme le déterminant est polynomial, ce résultant, c'est d'abord ce résultant, il appartient à Z, d'accord, ça je l'ai mis là, et ce résultant-là, c'est évident que c'est le bar du résultant, vous mettez un bar ici, c'est comme si vous mettez un bar à tous les coefficients, donc c'est bien ce qu'on fait là. Et maintenant, ça veut dire que vous voulez
montrer qu'il existe un nombre fini de P premiers tel que ceci, là, est non nul. Bah oui. Vous regardez cet élément de Z, d'accord, et vous regardez l'ensemble des P qui le divisent, il est forcément fini, l'ensemble des P premiers qui le divisent, bah oui, et c'est exactement les P premiers qui vont annuler le membre de gauche, donc le membre de droite, et donc qui correspond à ça. Voilà encore un exercice de terminé.